ESI Group, un éditeur de logiciels français, qui est un des rares français les leaders mondiaux dans ce métier. Vous pouvez présenter un petit peu l'historique de ESI, nous expliquer aujourd'hui quel est le positionnement de l'entreprise, tout ça en quelques mots, s'il vous plaît. Oui, bonjour à tous. Donc ESI Group est une société qui a 40 ans d'existence désormais, fondée en 1973 par son PDG actuel, Alain de Rouvray, toujours PDG. C'est une société qui est localisée sur le secteur du prototypage virtuel. Donc on fait des softs, on construit on développe et vend des logiciels à destination des entreprises, essentiellement des constructeurs. Notre plus grosse activité, c'est sur la construction automobile, mais tout ce qui est construction navale, aéronautique, etc. également. Donc le prototypage virtuel, en deux mots, pour illustrer le crash test. Un prototype physique est construit par un constructeur automobile et est balancé une fois dans un mur pour vérifier s'il peut être certifié en termes de résistance, de sécurité, etc. Bon, au lieu de faire ça avec un prototype physique qui coûte entre 1 et 10 millions d'euros à construire, vous faites ça 10 000 fois virtuellement, donc avec des modèles aux éléments finis, 20 millions d'éléments finis, et vous passez ça dans nos modules de résistance des matériaux, de crash test, d'acoustique, d'électromagnétisme, etc., de manière à faire tous les tests possibles et imaginables virtuellement avant de construire enfin un prototype physique à la fin et de vérifier que tous les tests virtuels ont été vérifiés. Donc ça fait gagner évidemment du temps et surtout beaucoup d'argent à tous les constructeurs de faire ces tests-là virtuellement avant de faire le test physique. Donc il y a toute la partie test, notre offre de produits est toute la partie test, comme je l'ai dit, de résistance, de sécurité, d'électromagnétisme, d'acoustique, de pénétration dans l'air, etc. Excusez-moi. De pénétration dans l'air, etc., mais également sur la construction. Parce qu'une fois que vous avez développé votre modèle, vous avez peut-être envie de voir comment vous allez pouvoir construire les tôles, la forme de la voiture. Vous avez fait certaines formes de tôles. Eh bien, il faut, pareil, de la même manière, faire des presses spécifiques ou des moules spécifiques pour que les tôles aient la bonne forme, la bonne résistance. Et ça aussi, on le virtualise. Parce que construire une presse ou un moule où à la fin on s'aperçoit que la résistance, la forme n'est pas exactement la même, c'est pareil, vous baignez et ça vous a coûté entre 1 et 10 millions. Donc on virtualise la construction également, donc le coulage, la fonderie, les soudures, etc., virtuellement. Voilà. Donc c'est un marché qui s'élargit au fil du temps. Est-ce qu'à terme, on pourra avoir un potentiel de croissance extrêmement important vers d'autres domaines d'activité ? Alors les domaines d'activité, les secteurs sont quand même essentiellement sur la partie industrielle. Quand même. Donc, après, on s'étend également sur des secteurs aujourd'hui un petit proches de l'électromagnétisme. Hein. Ce genre de choses, par exemple, nécessite aussi beaucoup de technologies que nous avons aujourd'hui. Nous travaillons un petit peu dans ce genre d'activité également. Le développement que l'on pressent, c'est plutôt le développement de l'industrie elle-même. Beaucoup de personnes parlent en termes journalistiques, l'industrie 4.0, c'est les Allemands qui disent ça, ou le Second Machine Age. Moi j'ai l'habitude d'appeler ça un petit peu l'industrie Minority Report pour ceux qui ont vu le film. L'industrie du futur, c'est quoi ? C'est des usines quasiment vides, entièrement robotisées, entièrement automatisées, avec une petite armée de cols blancs tout autour. Des informations, des datas qui sont transférées. Ces usines, par exemple, sont en Pologne, en Brésil ou n'importe où. Les datas sont transférées du siège de Volkswagen directement et les usines se mettent à produire. Et c'est ce marché-là qui est annoncé, dont on pressent, si on lit la presse, l'industrie 4.0, ce développement-là de l'industrie de plus en plus virtuelle, de plus en plus interconnectée, est annoncé, et c'est ce marché-là qu'on va adresser. C'est ce marché-là sur lequel on est idéalement positionné pour pouvoir l'adresser. Et on l'attend, tout le monde l'attend. Et donc là, après, les perspectives d'évolution sont, on ne sait pas, à 20-25% de croissance minimum, et ça, on n'en sait rien, on va dire. Alors, on parle beaucoup d'Dassault Systèmes parmi les grands éditeurs de logiciels français. On peut expliquer un petit peu quelle est la différence de positionnement entre ESI et Dassault Systèmes ? Où est-ce que vous vous situez l'un et l'autre ? Alors, on est à la fois concurrent et pas vraiment concurrent. On est effectivement dans le même secteur, ce qu'on appelle le PLM, Product Life Management. Donc, c'est grosso modo le marché global dans lequel on est nous-mêmes installés au niveau de la virtualisation et du prototypage virtuel.
Maintenant, nous avons toute une palette, la palette entière des outils qui permettent de faire le prototypage virtuel. Comme je l'ai dit, la résistance des matériaux, l'acoustique, le manufacturing également, la visualisation 3D, etc. Sur chacun de ces, ce qu'on appelle des trades, sur chacune de ces lignes de produits, nous avons des concurrents. Dassault en étant sur la résistance sur les crash tests par exemple, ANSYS en sont d'autres, etc. Mais personne n'a la palette entière comme nous, donc personne n'est capable d'adresser vraiment ce qu'on appelle vraiment le prototypage virtuel. Donc on a des concurrents sur chacune de nos lignes de produits qui sont plus sous forme d'outils, tandis que nous sommes plutôt focalisés sur une sorte sur la solution prototypage virtuel. Donc c'est un peu compliqué parfois, mais on a l'habitude de dire que sur le prototypage virtuel, on est vraiment leader et numéro un, et on est les seuls effectivement à proposer cette palette entière. Alors, si on regarde un petit peu les résultats financiers maintenant, quelle est la croissance annuelle moyenne de l'entreprise et quelle devrait-elle être à l'avenir? Alors, c'est pas facile à comprendre nos chiffres parce qu'on est une entreprise mondiale. On est installé notamment par exemple au Japon, aux États-Unis, beaucoup en Asie. Donc on a beaucoup d'effets de change dans nos comptes de résultats, notamment dans nos comptes de résultats et dans notre PNL globalement. Si on détourne tous ces effets de change qui ont vraiment fait les yo-yo depuis quelques temps, ça fait 2 ans par exemple qu'on s'est un peu fait matraquer par le yen par exemple. Cette année, on profite au contraire de l'envolée du dollar. Mais si on détourne tous ces effets, donc on calcule toute une croissance à taux constant, bon an, mal an, on est sur une croissance moyenne de 10%. 10% exactement sur l'activité licence. Notre activité, c'est 75% de vente de nos licences et 25% de consulting associé à la vente de ces licences. Donc le socle, c'est vraiment la vente des licences. Et là, on est bon an, mal an sur du 10%. Alors avec quelques effets particuliers de temps en temps, mais on est à peu près sur de croissance. Le consulting est un peu plus variable, mais on est à peu près sur ce trend-là. Donc c'est ce trend-là minimum qu'on attend pour le futur. Nos comptes qui ont été diffusés sur le H1 dernier montraient à peu près la même chose, c'est-à-dire que cette fois-ci on était plutôt sur du 18%, mais avec un effet forex positif. Donc on revenait sur du 10% en moyenne. On s'attend à ce trend globalement, à minima. De nouveau, après, quand l'industrie 4.0 sera vraiment là, on s'attend à un boost. Mais là, on ne sait pas. Alors en termes de rentabilité maintenant, est-ce que du fait d'une taille assez réduite, il y a un poids très important des frais marketing, des frais de commercialisation, qui fait que vous avez naturellement une marge beaucoup moins élevée que celle des grands éditeurs de taille mondiale? Et justement, quelle est à terme votre ambition en termes de marge opérationnelle? Alors oui, on a un effet de taille. On a un effet de dispersion géographique. Parce que non seulement il y a la taille, effectivement, on est aujourd'hui sur entre 110 et 120 millions de chiffre d'affaires aujourd'hui. Mais la dispersion géographique, on est installé dans plus de 40 pays, 32 entités dans plus de 40 pays. On n'a pas que des entités juridiques, on a aussi des bureaux délocalisés. Ça aussi, ça n'aide pas à optimiser les coûts, bien évidemment. Donc oui, on a un effet de taille. Aujourd'hui, notre rentabilité en termes d'EBITDA est de l'ordre de 10%. Donc ça fait 2 ans qu'on arrive un petit peu à redresser progressivement. On s'attend quand même à ce qu'à moyen terme, on arrive sur du 15%. C'est notre objectif. Je pense que c'est un objectif atteignable à moyen terme, effectivement. Quand je dis moyen terme, c'est sur du 2-3 ans. Et en termes capitalistiques, votre président fondateur n'est plus tout jeune dans le secteur des logiciels. Quelle est sa vision à terme de l'entreprise? Est-ce qu'on peut envisager un adossement ou alors est-ce qu'il entend la préserver, la maintenir indépendante? Alors, tout est ouvert. Il n'y a pas de tabou, effectivement. Bon, l'âge du capitaine est un sujet, vous imaginez, récurrent, même chez nous, donc on en parle souvent. Lui-même, on parle à cœur ouvert, sans problème. Donc, tout est ouvert. La seule condition, on va dire, qu'il met, et sur laquelle on est tous derrière lui pour le soutenir sur ce sujet-là, c'est de conserver la stratégie d'unité de l'entreprise. C'est-à-dire que pourquoi pas se faire adosser capitalistiquement, effectivement, il est prêt à l'envisager, mais seulement si sa vision est conservée dans la structure future. C'est-à-dire, bon, pour grosso modo, il veut pas une acquisition à la ANSYS, où ensuite, trade par trade, l'ensemble de la société est découpé trade par trade, où on regarde en termes de ROI quels sont les trades les plus rentables, les moins rentables sont liquidés, et on ne fait du cash que sur les cash co.
Ça, c'est clairement pas sa vision, puisque sa vision, c'est de conserver le prototypage virtuel en entier. Et même certaines de nos trades qui sont moins rentables que d'autres sont quand même utiles à la vision globale. Donc, pourquoi pas, effectivement, un adossement à un industriel ou à un financier. Donc ça, c'est complètement ouvert. Mais sur cette condition-là, de conserver l'ADN de SI. Très bien. Est-ce que vous avez des questions au sujet de SI Group? C'est autour de 20% du chiffre d'affaires. C'est un montant important. On parlait tout à l'heure de rentabilité. On travaille beaucoup sur, bien évidemment, essayer de contrôler les coûts, piloter les coûts par rapport à l'évolution du chiffre d'affaires. S'il y a bien un secteur sur lequel on ne lésine pas, c'est celui-là. Donc autant on essaie de réduire sur les parties S&M, G&A, frais administratifs ou frais de vente, mais sur la partie R&D, c'est pas sur quoi on lésine. Donc en général, on est toujours en croissance sur ces frais-là. Alors les licences sont traditionnellement plutôt signées sur 1 an. Ce sont des licences annuelles. Oui, en grande majorité, ce sont des licences annuelles. On vend également quelques licences dites perpétuelles, qui sont environ du coup 3 fois plus chères, mais donc qu'on n'a pas besoin de renouveler chaque année, seulement le renouvellement de la maintenance. Et c'est très variable selon les pays et les cultures. Par exemple, en Russie ou en Chine, ils sont plus demandeurs de licences perpétuelles, et partout ailleurs, nos clients favorisent plutôt des licences annuelles. Donc en majorité, on est sur des licences annuelles. Il y a moins de récurrence. Alors oui, on n'a pas abordé ce point-là, mais on est toujours en recherche de croissance. Enfin, on croit par croissance interne, mais aussi par croissance externe. En début d'année, on a fait 4 acquisitions, qui sont ce qu'on appelle des acquisitions de briques technologiques. Donc on est allé chercher des briques technologiques qu'on n'avait pas forcément chez nous, mais qui font partie de l'univers prototypage virtuel, comme la sécurité active ou comme le cloud, l'accès au cloud, etc. Donc on a toujours plusieurs casseroles sur le feu. On a signé récemment un nouveau contrat syndiqué, un nouveau crédit syndiqué avec nos banques pour nous permettre de nous développer de nouveau. Voilà, je crois qu'on est obligé de mettre un terme à cet entretien. Si vous voulez vous rendre sur le stand de SI pour avoir davantage de questions et des réponses. Merci. J'y répondrai volontiers. Merci beaucoup.